Après la mort de son père, Élodie, jeune héritière d'un empire viticole, est contrainte de vivre sous la tyrannie de sa cruelle belle-mère, Madeleine. Dans un acte d'humiliation, Madeleine oblige Élodie à se fiancer avec un mendiant nommé Henri, un homme qui vit en marge de la société. Cependant, ce qui semblait être une punition destinée à détruire sa dignité révèle des secrets inattendus sur Henri et transforme la vie de chacun d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La brise fraîche du matin traverse les vignobles du Val-de-Loire où se dresse le château Beauregard. Le domaine, avec ses tours en pierre et ses fenêtres cintrées, était un monument de la richesse et de la tradition de la famille Élodie. Cependant, après le décès soudain de son père Philippe, les choses ont changé. Madeleine, sa belle-mère, avait pris d'une main de fer les commandes du domaine familial, profitant de toutes les occasions pour rabaisser Élodie, véritable héritière de la fortune. Bien qu'ils aient été cordiaux lors du mariage de Philippe, les vraies couleurs de Madeleine ont émergé après son départ. Un matin, Élodie descendait à pas légers les escaliers du château, essayant d'éviter sa belle-mère. Mais la voix aiguë de Madeleine lui parvint. « Ah, il a finalement décidé de se montrer. Venez ici. » Madeleine était assise dans une des salles décorées de tapisseries antiques, tenant un verre de vin. Son regard froid analysait Élodie comme si la jeune femme était une servante plutôt qu'un membre de la famille. « J'ai décidé quelque chose de très important pour toi, ma chérie. » La voix de Madeleine était pleine de sarcasme. « Tu vas te marier. » Élodie s'arrêta, incrédule. « Se marier? Avec qui ?» Madeleine sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Avec un homme adapté à votre statut actuel. » Le lendemain, Madeleine emmène Élodie sur la place principale du village, un quartier plein de vie et d'agitation. Là, au coin d'une rue étroite, assis à côté d'un petit tas de chiffons et d'objets usés, se trouvait Henri. Il avait les cheveux ébouriffés, un visage marqué par les cicatrices d'une vie dure et des yeux qui portaient, malgré tout, une lueur d'intelligence inhabituelle. Madeleine le désigna d'un doigt ganté. « Voilà ton fiancé. » Élodie se figea. Il était impossible de croire que Madeleine avait choisi un mendiant pour l'épouser. « Vous plaisantez? Je suis absolument sérieux. Soit tu l'épouses, soit tu seras expulsé de ce château sans un sou. » Henri leva les yeux, remarquant la scène. Il parut surpris, mais ne dit rien. Il se contentait d'observer les deux femmes avec un calme troublant. Et puis, pressa Madeleine en croisant les bras. Humiliée mais sans choix, Élodie hocha la tête, sentant les larmes menacées de déborder. « Très bien alors, » dit Madeleine avec satisfaction. « Le mariage aura lieu dans 3 jours. » Henri parla enfin, sa voix grave mais étonnamment polie. « J'accepte. » Le château Beauregard se dressait imposant au cœur de la vallée de la Loire, en France. Bâtisse centenaire, avec ses tours de pierre couvertes de vignes et ses fenêtres cintrées qui semblaient surveiller l'horizon, elle témoignait d'une lignée prospère. Pendant des décennies, la propriété a accueilli des fêtes élégantes, des réunions de familles chaleureuses et une production de vin qui faisait la fierté de la région. Cependant, depuis la mort subite de Philippe, le patriarche de la famille, le château était devenu un lieu sombre et oppressant pour sa fille unique, Élodie. Après le départ de son père, la belle-mère d'Élodie, Madeleine, avait tout pris en main avec une cruelle détermination. Femme aux traits raffinés mais au cœur amer, Madeleine prenait plaisir à rabaisser sa belle-fille. Chaque décision qu'elle prenait semblait viser à affaiblir Élodie, tant sur le plan émotionnel que social. Bien que les deux hommes entretiennent une relation cordiale du vivant de Philippe, le véritable caractère de Madeleine apparaît après la lecture du testament. L'ensemble du domaine restera sous le contrôle de Madeleine jusqu'à ce qu'Élodie ait 25 ans ou se marie. Un matin, alors qu'Élodie descendait les escaliers en direction du hall principal, en essayant d'éviter sa belle-mère, elle entendit la voix aiguë de Madeleine résonner à travers les murs. « Élodie, viens ici tout de suite. » Elle entra dans le salon, où Madeleine était assise dans un fauteuil de velours, un verre de vin à la main. D'un regard appréciateur, Madeleine analysait la jeune femme de la tête aux pieds, comme si elle était une marchandise sur le point d'être vendue.
J'ai décidé quelque chose de très important pour toi. Vous vous mariez. Élodie resta immobile, son visage perdant ses couleurs. Se marier? Avec qui? Le sourire de Madeleine était aussi aigu qu'un rasoir. Avec un homme adapté à votre statut actuel. Sans donner plus d'explications, Madeleine l'entraîna le lendemain jusqu'à la place principale du village. L'endroit était rempli d'habitants qui allaient et venaient pour leurs courses quotidiennes. En tournant au coin de la rue, Madeleine lui montra un homme assis à côté d'un petit tas de chiffons et de vieux outils. Il avait les cheveux hirsutes, une barbe mal rasée et des vêtements miteux, mais ses yeux marrons foncés brillaient d'un calme déconcertant. « Voilà ton fiancé », annonça Madeleine triomphalement. Élodie déglutit. L'humiliation brûlait comme une flamme dans sa poitrine. « Tu ne peux pas être sérieux !» Madeleine s'avança en la regardant dans les yeux. « Je suis absolument sérieux. Soit tu l'épouses, soit tu seras expulsé de ce château sans un sou. » L'homme, jusqu'alors resté silencieux, releva la tête, surpris par la situation. Il observa les deux femmes avec curiosité avant de finalement se relever. Sa posture était étonnamment droite pour quelqu'un qui vivait dans la rue. Et puis, pressa Madeleine en croisant les bras. Se sentant acculée et humiliée, Élodie hocha la tête, ses mots ressemblant à un murmure. « J'accepte. » L'homme, que Madeleine appelait Henri, parla enfin. Sa voix était grave, mais étonnamment douce. « Je l'accepte aussi. » Madeleine quitta les lieux satisfaite, tandis qu'Élodie resta là, regardant Henri, qui semblait plus intrigué qu'indigné par la situation. Dans les jours suivants, Élodie est contrainte de vivre plus étroitement avec Henri, qui fréquente désormais le château, même s'il est traité comme un personnage indésirable. Très vite, Élodie se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Malgré son humble apparence, il ne semblait pas être une personne ordinaire. Henri parlait avec une clarté inhabituelle, connaissait des œuvres littéraires qu'Élodie ne s'attendrait jamais à entendre de la part d'un mendiant et, plus surprenant encore, possédait une connaissance technique du vin qui rivalisait avec celle des meilleurs vignerons de la région. Un soir, alors qu'ils se promenaient tous les deux dans les vignes, Élodie décide de l'affronter. « Pourquoi as-tu accepté ça ?» a-t-il demandé, la voix pleine d'indignation. Henri haussa les épaules, les yeux fixés sur l'horizon. « Parce que j'ai plus à gagner que tu ne le penses. » Le ton énigmatique attise encore plus la curiosité d'Élodie. « Et qu'est-ce que tu as à gagner exactement ?» Elle a insisté. Henri hésita avant de répondre, détournant le regard vers les rangées de raisins qui scintillaient au clair de lune. « Peut-être une seconde chance ?» La réponse la laissa intriguée, mais Henri n'expliqua rien de plus. Pendant ce temps, Madeleine n'a pas ménagé ses efforts pour que le mariage soit un spectacle d'humiliation. Il a ordonné que la robe de mariée soit simple et bon marché. Il a veillé à répandre des rumeurs dans tout le village et a invité des personnalités influentes à assister à l'événement. Elle voulait que tout le monde sache que l'héritière du château Beauregard épousait un mendiant. Cependant, au fil des jours, Élodie a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Henri ne semblait pas gêné par les provocations de Madeleine. Il maintenait un calme presque provoquant, comme s'il savait quelque chose que tout le monde ignorait. Un après-midi, alors qu'ils discutaient dans une des salles du château, Henri se tourna vers elle et lui dit « Avez-vous déjà pensé que votre belle-mère pourrait vous sous-estimer ?» Élodie haussa les sourcils, confuse. « Que veux-tu dire par là ?» Henri sourit légèrement, ses yeux brillants d'un mélange de mystère et de détermination. « Parfois, ceux qui tentent de nous détruire finissent par nous donner les armes pour les vaincre. » Ces paroles restèrent dans l'esprit d'Élodie, comme une graine qui commençait à germer. Les préparatifs du mariage avançaient rapidement et chaque détail semblait soigneusement planifié par Madeleine pour maximiser l'embarras d'Élodie. La belle-mère veille à ce que les invitations parviennent à des personnalités influentes de l'élite locale, ainsi qu'aux villageois, qui ne manquent pas l'occasion de bavarder sur l'héritière du château Beauregard. Madeleine a transformé l'événement en un spectacle grotesque. Les tables seraient décorées de fleurs ordinaires, la robe d'Élodie avait été achetée dans un magasin de tissus bon marché et le menu serait composé de plats simples.
loin de la sophistication attendue dans une cérémonie dans cette région. Tout semblait minutieusement calculé pour exposer Élodie au ridicule. Pendant ce temps, Élodie et Henri continuaient d'interagir, désormais obligés de passer plus de temps ensemble. Elle, mue par l'indignation et la curiosité, se mit à observer Henri de plus près. Malgré sa position humiliante, il arborait un air de dignité qui était en contradiction avec son apparence. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous deux dans les vignes, elle décida de l'interroger à nouveau. « Tu ne sembles pas correspondre au rôle que ma belle-mère veut que tu joues. Qui es-tu vraiment, Henri ?» Henri sourit, mais cette fois, il y avait dans ses yeux quelque chose qui suggérait une profonde lassitude. « Disons que j'ai occupé des postes très différents dans la vie. »« Quelle différence ?» a insisté Élodie en croisant les bras. Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Finalement, il dit « J'étais autrefois propriétaire foncier, tu sais. J'avais des vignobles comme celui-ci, mais j'ai tout perdu à cause de mauvais choix et des gens qui m'ont trahi. » Les mots l'ont surpris. Comment quelqu'un qui avait l'air si hagard pouvait-il posséder une terre? Henri, remarquant le scepticisme sur son visage, continua. « Je sais que tu ne me crois pas maintenant, mais le vin coule dans mon sang autant qu'il coule dans le tien. » Le commentaire a surpris Élodie. Henri ne semblait pas mentir, mais il ne semblait pas non plus pressé d'en révéler plus. Pendant qu'il parlait, Madeleine les regardait de loin, le visage rempli d'un mélange de dédain et de satisfaction. Pour elle, l'humiliation d'Élodie était déjà assurée. Cependant, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Élodie commençait à se transformer. À quelques jours du mariage, Élodie a décidé de retrouver un peu de dignité. Si Madeleine voulait qu'elle paraisse fragile et soumise, Élodie ferait le contraire. Elle a demandé à un tailleur local d'ajuster sa robe bon marché pour qu'elle soit plus élégante et a commencé à interagir avec les villageois pour mieux comprendre l'homme qu'elle allait épouser. C'est au cours de ce processus qu'elle a découvert quelque chose d'intrigant. Henri, contrairement à ce que prétendait Madeleine, n'était pas un mendiant ordinaire. Il y avait des gens dans le village qui s'en souvenaient il y a des années, avant sa ruine. Ils ont dit qu'il possédait un domaine dans la région bordelaise et que sa cave produisait des vins primés. Cependant, une série d'échecs d'entreprise et la trahison d'un partenaire l'ont conduit à la faillite. Lorsqu'Élodie a confronté Henri à propos de ce qu'elle avait découvert, il s'est contenté de sourire, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ce sourire. « Et pourquoi penses-tu que c'est important maintenant ?» il a demandé. Elle le regarda sérieusement. « Parce que ça veut dire que ma belle-mère ne sait pas à qui elle a affaire. » Henri la regarda pendant quelques secondes, comme s'il essayait de déterminer jusqu'à quel point il pouvait lui faire confiance. Finalement, il dit « Peut-être que tu as raison. Et peut-être qu'il est temps de montrer à tout le monde que nous ne sommes pas des pièces dans son jeu. » Le jour du mariage, la propriété était pleine à craquer. Les villageois et les invités d'élite sont arrivés tôt, impatients d'assister à ce qui serait, dans leur esprit, le plus grand scandale de l'année. Madeleine était rayonnante, saluait les invités et laissait échapper des commentaires venimeux sur la façon dont Élodie avait atteint son niveau. Lorsqu'Élodie descendit les escaliers, accompagnée d'Henri, le silence envahit la pièce. Elle portait la même robe bon marché, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui faisait que tout le monde la voyait différemment. Ses épaules étaient droites, son menton relevé, et ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Henri, quant à lui, était impeccablement habillé. Malgré une tenue simple, il avait l'air complètement à l'aise, comme s'il se trouvait dans une salle de bal de gala. Le contraste entre l'humiliation projetée par Madeleine et la dignité affichée par le couple laisse les invités déconcertés. Durant la cérémonie, tandis que le curé posait les questions habituelles, Henri fit quelque chose d'inattendu. Avant de répondre, il se tourna vers les invités et dit « Avant de répondre, je pense qu'il est important de clarifier quelque chose. Beaucoup d'entre vous me voient comme un mendiant. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été présenté. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai déjà été parmi vous. » Le murmure qui traversait la pièce était impossible à contenir, continua Henri, ignorant les regards choqués. J'avais autrefois des terres, des vignes et une position que beaucoup m'envieraient.
J'ai tout perdu, mais cela ne me définit pas. Et aujourd'hui, en rejoignant Élodie, je n'accepte pas seulement l'avenir que Madeleine a tenté de nous imposer. Je commence quelque chose de nouveau. Madeleine, qui était dans un coin de la pièce, pâlit. Henri regarda Élodie avec un sourire chaleureux et répondit à la question du curé. « Oui, j'accepte. » La réception après le mariage fut un spectacle de contraste. Les invités, qui s'attendaient à retrouver une Élodie hagarde et embarrassée, ont été surpris par sa posture hautaine et l'élégance discrète d'Henri. Madeleine, en revanche, était visiblement mal à l'aise. Malgré sa tentative d'humilier Élodie, il semblait que quelque chose échappait à son contrôle. Henri et Élodie entretenaient une curieuse relation. Même s'ils étaient jeunes mariés, il y avait une distance palpable entre eux. Henri était gentil mais énigmatique, tandis qu'Élodie oscillait entre méfiance et admiration. Ils savaient qu'ils étaient unis plus par les circonstances que par le choix. Mais une alliance tacite commençait à se former. Ce soir-là, après le départ des invités, Madeleine appelle Henri au bureau du château. Il entra dans la pièce et trouva sa belle-mère assise derrière le grand bureau en chêne. Son regard était perçant, chargé d'intentions cachées. « Eh bien, monsieur Henri, ou devrais-je vous appeler mon cher gendre ?» commença Madeleine, la voix pleine de sarcasme. « Ne pensez pas que ce mariage vous garantisse une position ici. Vous continuez à être rien. » Henri ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il marcha lentement dans la pièce, regardant les objets soigneusement disposés. Finalement, il dit « Curieux de voir comment le pouvoir peut aveugler les gens. » Madeleine plissa les yeux. « Que veux-tu dire par là ?» Henri s'arrêta et se tourna vers elle avec un sourire froid. « C'est juste que certaines personnes croient qu'elles ont le contrôle, alors qu'en réalité, elles ne font que creuser leur propre trou. » Madeleine se leva, furieuse. « Écoute, tu n'es rien de plus qu'un outil pour mes projets. N'oubliez pas cela. » Henri pencha la tête comme s'il réfléchissait à ses paroles. « Peut-être que je suis plus utile que tu ne le penses. Ou peut-être êtes-vous moins puissant que vous ne le pensez. » Avant qu'elle ait pu répondre, il quitta la pièce, la laissant seule, enragée et pour la première fois, un peu incertaine. Dans les jours qui suivent, Henri commence à déménager de façon inattendue. Il a commencé à interagir avec les vignerons, à écouter leurs histoires et à gagner leur confiance. Élodie l'observait de loin, sans bien comprendre ses intentions. Un après-midi, alors qu'Henri inspectait les raisins avec un des contremaîtres, Élodie décide de le confronter. « Que fais-tu » Henri la regardait, imperturbable. « Je rencontre les gens qui font vraiment fonctionner cet endroit. Tu sais que tu n'as aucun pouvoir ici, n'est-ce pas? Ma belle-mère contrôle tout. » Henri haussa les épaules, un sourire énigmatique apparaissant sur ses lèvres. « Le contrôle, c'est drôle, Élodie. Il n'appartient pas toujours à ceux qui pensent l'avoir. » Elle croisa les bras, frustrée par son manque de clarté. « Pourquoi parles-tu toujours par énigme ?» Il s'arrêta, la regardant directement. « Parce qu'il y a des choses qu'il faut découvrir par soi-même. » Pendant ce temps, Madeleine commença à remarquer quelque chose d'étrange dans les rapports financiers du château. De petits écarts apparaissaient et certaines décisions semblaient être prises sans son autorisation. Elle a appelé son comptable, un homme fidèle qui la servait depuis des années. « Expliquez ça », demanda-t-il en poussant les papiers vers lui. Le comptable hésita, l'air mal à l'aise. Certaines modifications ont été apportées au contrat avec les fournisseurs. Il semble que les travailleurs reçoivent de petites primes, mais je n'ai pas pu identifier qui les a autorisées. Madeleine fronça les sourcils. « Bonus ? Qui ferait cela sans mon accord ?» Le comptable secoua la tête. « Je ne sais pas, madame, mais j'enquête. » Les soupçons commençaient à ronger Madeleine. Malgré ses efforts pour tout contrôler, il sentit quelque chose lui glisser entre les doigts. Henri continue de gagner la confiance des ouvriers et de certains villageois. Il a entendu des histoires sur la façon dont Madeleine exploitait ses serviteurs et négligeait l'entretien des vignes. Au fil du temps, il a commencé à élaborer un plan. Un soir, alors qu'Henri et Élodie discutaient dans le salon, il dévoile enfin une partie de sa stratégie. « Saviez-vous que votre belle-mère ruine la qualité du vin ?» Élodie haussa les sourcils de surprise. « Que veux-tu dire »
Elle économise sur les processus, utiliser des raisins de deuxième qualité pour augmenter les profits. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais à terme, cela détruira la réputation du château Beauregard. Elle resta silencieuse un moment, absorbant l'information. « Et que comptez-vous faire à ce sujet ?» Henri sourit, les yeux brillants de détermination. « Ce n'est pas encore le moment de tout révéler, mais fais-moi confiance. Le moment venu, Madeleine ne saura pas ce qui l'a frappé. » Alors que les tensions montaient, les ouvriers du château ont commencé à parler d'Henri comme d'un leader potentiel. Ils les traitaient avec respect et faisaient preuve de connaissances qui rivalisaient avec les meilleurs experts de la région. Petit à petit, les alliances au sein de la propriété commencent à changer. Élodie, à son tour, commence à voir Henri sous un nouveau jour. Ce n'était pas seulement un homme mystérieux, c'était quelqu'un de visionnaire, de courage, et, par-dessus tout, d'une détermination inébranlable à révéler la vérité. La tension au château Beauregard atteint un point insupportable. Madeleine, de plus en plus méfiante, resserre son contrôle sur tout le monde, notamment sur Henri. Elle a embauché des superviseurs supplémentaires pour surveiller les travailleurs et a examiné chaque transaction financière avec un œil attentif. Cependant, malgré ses efforts, quelque chose lui glissait clairement entre les doigts. Par une nuit silencieuse, alors que le vent murmurait dans les vignes, Henri appela Élodie pour une conversation privée. Il l'a emmenée dans l'ancienne cave à vin du château, un endroit qui, selon lui, recelait plus de secrets que de simples bouteilles de vin. La cave était sombre et froide, avec d'interminables rangées de tonneaux alignés le long des murs de pierre. Henri éclairait le chemin avec une lampe de poche, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Lorsqu'ils atteignirent une porte verrouillée à l'arrière, il s'arrêta et sortit une clé de sa poche. « Comment as-tu eu cette clé ?» a demandé Élodie, confuse. Henri sourit énigmatiquement. « Disons simplement que tout ici n'appartient pas à ta belle-mère. » Il tourna la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit avec un lent grincement. À l'intérieur se trouvaient des étagères remplies de vieux documents et des boîtes scellées des sceaux de la famille Beauregard. Henri prit l'une des boîtes et l'ouvrit soigneusement, révélant une pile de lettres et de documents financiers. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Élodie en s'approchant pour examiner les papiers. Henri tenait une des lettres et la lui tendit. Preuve, sa belle-mère détourne l'argent de la succession depuis des années. Le choc parcourut Élodie comme un courant électrique. Elle lut la lettre et reconnut la signature de Madeleine à la fin. Il existait des enregistrements détaillés de transactions frauduleuses, de propriétés achetées au nom d'autrui et d'argent détourné des comptes du château. C'est suffisant pour la rendre incontrôlable, poursuivit Henri d'une voix ferme. Mais il faut agir au bon moment. Élodie le regardait, essayant toujours de comprendre l'ampleur de ce qui était devant elle. « Pourquoi tu fais ça ?» Henri s'avança, les yeux fixés sur les siens. « Parce que je ne supporte pas de voir quelqu'un comme elle détruire quelque chose d'aussi précieux. Ce château, les vignes, les gens qui y travaillent, tout cela mérite mieux. Et parce que, Élodie, tu mérites mieux. » Le lendemain matin, Madeleine a convoqué une réunion avec les ouvriers et les habitants du village. Elle avait reçu des rumeurs selon lesquelles Henri diffusait des informations sur ses pratiques et avait décidé de le confronter publiquement pour le discréditer. Sur la place centrale du village, sous les yeux attentifs de dizaines de personnes, Madeleine se tient sur une petite scène improvisée et appelle Henri à la rejoindre. Il est apparu, toujours aussi calme, avec Élodie à ses côtés. « Il semblerait que notre cher Henri ait quelque chose à dire sur ma gestion du domaine, » commença Madeleine, la voix débordante de sarcasme. « Écoutons. » Henri croisa les bras, regardant directement Madeleine. « Je n'ai rien à dire, Madeleine. Les documents parlent d'eux-mêmes. » Il souleva une enveloppe et la tendit à Élodie, qui l'ouvrit et révéla les lettres et les dossiers financiers. Madeleine pâlit en reconnaissant les papiers. Un murmure commença à se répandre dans la foule, se transformant rapidement en voix d'indignation. « C'est un canular !» Madeleine a crié en essayant de reprendre le contrôle. « C'est un menteur, un opportuniste. » Henri fit un pas en avant. « Je peux être beaucoup de choses, mais un menteur n'en fait pas partie. Ce sont vos signatures, vos transactions. »
Et si quelqu'un a des inquiétudes, nous pouvons demander aux autorités de mener une enquête plus approfondie. Madeleine essaya de discuter, mais il était trop tard. Les travailleurs, déjà mécontents de leurs conditions, ont commencé à exiger des explications. Les villageois, qui la respectaient auparavant, la regardaient désormais avec dédain. Alors que la foule s'agitait, Henri se tourna vers Élodie. « La propriété vous appartient de droit. Il est temps pour vous de prendre en charge ce qui vous appartient. » Madeleine a tenté de quitter la scène, mais a été confrontée à des ouvriers plus âgés qui lui ont demandé d'expliquer ce qui se passait. Sous pression et sans issue, elle fut contrainte de quitter le château la nuit même. Sans Madeleine, Élodie prend les commandes du domaine. Henri reste à ses côtés, l'aidant à réorganiser les affaires et à reconstruire la réputation du château Beauregard. Même si la bataille était loin d'être terminée, ils avaient fait le premier pas vers un avenir différent. Mais il y avait quelque chose qu'Élodie ne savait toujours pas. Henri gardait un dernier secret, quelque chose qui pourrait encore tout changer. Le départ de Madeleine du château Beauregard a été un moment de soulagement pour Élodie. Mais il a aussi marqué le début d'une nouvelle ère de défis. Pendant des années, sa belle-mère avait accumulé des dettes et engagé les vignobles dans des contrats défavorables. Désormais, en tant qu'héritière légitime, Élodie devait non seulement sauver la réputation du domaine, mais aussi regagner la confiance des ouvriers et de la communauté locale. Le lendemain du départ de Madeleine, Élodie rassemble tout le personnel dans la cour d'honneur du château. Sous le ciel gris, avec les vignes en arrière-plan, elle faisait face au groupe avec une attitude ferme, mais il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert sous l'administration de Madeleine », commença-t-il d'une voix claire mais hésitante. « Je ne peux pas changer le passé, mais je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir un avenir meilleur pour nous tous. » Henri était à côté d'elle, la regardant en silence. Il savait que c'était le moment pour Élodie et décida de ne pas intervenir. Il y eut un bref silence avant qu'un des ouvriers les plus âgés, un homme nommé Marcel, ne s'avance. Il ôta son chapeau et parla d'un ton respectueux mais ferme. « Mademoiselle Élodie, nous travaillons ici depuis des années. Beaucoup d'entre nous ont des familles à soutenir. Nous voulons juste savoir si nous pouvons vous faire confiance pour nous diriger. » Élodie inspira profondément, sentant le poids de la responsabilité dans ses propos. « Oui, Marcel, vous avez ma parole. » Au cours des semaines suivantes, Élodie a travaillé sans relâche pour tenir sa promesse. Elle a révisé les contrats, licencié les superviseurs corrompus et rétabli des pratiques qui donnèrent la priorité à la qualité du vin plutôt qu'au profit immédiat. Henri a été un allié indispensable dans cette démarche, apportant ses connaissances en vinification et contribuant à réorganiser la production. Mais la transition n'a pas été facile. Il y avait des dettes considérables à payer et des investisseurs qui exigeaient des résultats rapides. Au cours de rencontres tendues avec les banquiers et les fournisseurs, Élodie s'est rendu compte que, malgré sa détermination, il y avait encore des moments où on doutait de sa capacité à diriger. C'est à une de ces occasions qu'Henri intervint inopinément. Lors d'une rencontre avec l'un des principaux investisseurs, il révèle avoir des contacts dans la région bordelaise et avoir réussi à négocier un nouveau contrat d'exportation des vins du château Beauregard. L'accord a apporté un soulagement financier et, pour la première fois depuis des mois, un sentiment d'espoir. Après la rencontre, Élodie confronte Henri dans le hall principal. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais ces contacts ?» Henri haussa les épaules, un sourire jouant sur ses lèvres. « Vous n'avez jamais demandé. » Elle secoua la tête, frustrée, mais ne put retenir un sourire. « Tu es une énigme, Henri. » Il la regarda dans les yeux, son expression plus sérieuse que d'habitude. « Peut-être, mais tout ce que je fais, c'est pour t'aider. » Pendant ce temps, la nouvelle de la chute de Madeleine et de l'ascension d'Élodie commence à se répandre dans la région. Beaucoup se demandaient comment Henri, un homme jusqu'à récemment considéré comme un mendiant, avait joué un rôle aussi central dans la transformation du château. Les rumeurs allaient de théories sur son passé à des spéculations selon lesquelles il n'était qu'un opportuniste. Madeleine, de son côté, n'avait pas complètement abandonné.
Elle s'était réfugiée à Paris, mais utilisait ses contacts pour tenter de saboter les démarches d'Élodie. Dans une tentative désespérée, il réussit à convaincre un banquier local de bloquer une partie des fonds du château au motif qu'il avait encore des droits sur les actifs. Lorsqu'Élodie a appris la nouvelle, elle a ressenti une vague de désespoir. « Elle ne s'arrêtera jamais », dit-il en regardant Henri. Henri, qui était assis dans un fauteuil, un verre de vin à la main, leva les yeux. « Alors il faut en finir une fois pour toutes. »« Comment ?» demanda Élodie d'une voix pleine d'inquiétude. Il se leva et marcha vers elle. « Vous souvenez-vous des documents dans la cave? Nous ne montrons pas tout. Il y a plus là-bas qui pourrait te garantir que Madeleine n'ait plus jamais d'influence ici. » Les deux hommes ont passé la nuit à examiner les dossiers restants. Parmi les piles de papier, ils ont trouvé des preuves que Madeleine avait contrefait des signatures sur des contrats et utilisé le nom de Château Beauregard pour garantir des prêts personnels. C'était plus que suffisant pour la détruire légalement. Le lendemain, Élodie et Henri remettent les preuves aux autorités locales. Madeleine a été formellement accusée de fraude et de détournement de fonds. La nouvelle de sa chute finale s'est répandue dans la région comme une traînée de poudre, consolidant la réputation d'Élodie en tant que leader compétente et déterminée. Même si la bataille était terminée, Élodie savait qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. Avec Henri à ses côtés, elle entreprend de reconstruire non seulement le château, mais aussi sa propre vie. Mais à mesure que la vie au château Beauregard évoluait, Élodie ne pouvait ignorer le sentiment qu'Henri avait encore des secrets. Il était devenu une présence indispensable, mais il y avait des questions qu'elle ne savait pas comment poser et des réponses qu'il semblait réticent à donner. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble dans les vignes au clair de lune, Élodie finit par briser le silence. « Henri, pourquoi es-tu vraiment resté ?» Il s'arrêta, regardant les étoiles pendant un moment avant de répondre. « Parce que, Élodie, il y a plus sur moi que tu devrais savoir. Mais pas aujourd'hui. » Elle fronça les sourcils, confuse et intriguée. « Alors quand ?» Il sourit, un sourire plein de mystère. « Quand le moment sera venu ?» Les jours qui suivent la chute de Madeleine apportent un intense travail au château Beauregard. La propriété, qui avait depuis longtemps perdu de son prestige, avait désormais besoin de retrouver sa place parmi les domaines viticoles les plus respectés de la région. Élodie, déterminée à honorer l'héritage de son père, s'est lancée tête baissée dans la tâche, apprenant tous les détails de la culture du raisin, du processus de vinification et des subtilités du marché. Henri est devenu son conseiller principal, proposant des idées et des stratégies qui semblaient souvent étonnamment sophistiquées pour quelqu'un d'un passé aussi modeste. Il a insisté sur le fait que la clé du succès n'était pas seulement de produire du bon vin, mais de raconter une histoire, celle de la résilience du château Beauregard et de son nouveau leadership. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les vignes, Henri expliqua sa vision. « Les gens n'achètent pas que du vin, Élodie, ils achètent ce qu'il représente. Vous avez ici quelque chose d'unique, une histoire de lutte, de dépassement. Utilisez ceci. On dirait que vous avez déjà fait ça, répondit-elle sur un ton plaisantant. Mais il y avait un soupçon de véritable curiosité dans sa voix. Henri sourit légèrement en détournant le regard vers les rangées de raisins mûrs. Peut-être que je l'ai fait, ou peut-être que je comprends juste ce que c'est que de recommencer. Malgré son ton évasif, Élodie avait l'impression qu'il parlait de quelque chose de personnel. Entre-temps, de nouveaux défis ont commencé à apparaître. Le marché du vin de la région était très compétitif et certains domaines viticoles voisins n'appréciaient pas la renaissance du château Beauregard. L'un des principaux concurrents, le domaine de la Croix, commence à faire courir des rumeurs selon lesquelles les vins d'Élodie ne sont pas authentiques et qu'Henri, son mystérieux conseiller, aurait un passé douteux. Des rumeurs sont arrivées aux oreilles d'Élodie lors d'une rencontre avec des acheteurs potentiels. L'un des investisseurs, un homme élégant au regard méfiant, mentionna avec désinvolture « Il y a des rumeurs selon lesquelles M. Henri n'est pas celui qui semble l'être. Est-ce quelque chose dont nous devrions nous inquiéter ?» Le commentaire a surpris Élodie, mais elle a gardé son sang-froid. Henri a été indispensable à notre rétablissement. Si vous voulez savoir quelque chose sur lui,
Je vous suggère de lui demander directement. » Plus tard, lorsqu'il raconta l'incident à Henri, celui-ci ne parut pas surpris. « Les gens essaieront toujours de détruire ce qu'ils ne peuvent pas comprendre », a-t-il déclaré calmement. « Mais parfois, la meilleure façon de gérer les rumeurs est de les laisser parler. Et s'il y avait quelque chose de réel en eux ?» demanda Élodie, d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait souhaité. Henri la regardait, ses yeux sérieux. « Il y a des vérités sur moi que tu n'es peut-être pas prête à entendre, Élodie. Mais cela ne change rien au fait que je suis là pour l'aider. » Au fil des mois, Élodie commence à réaliser quelque chose d'important. Henri ne se contente pas de l'aider à sauver le château Bourgard. Il lui apprenait également à se faire confiance. Avant, elle dépendait entièrement de ses conseils, mais maintenant, elle commençait à prendre ses propres décisions en toute confiance. Un exemple de cela s'est produit lors de la foire au vin du Val-de-Loire, un événement annuel où les domaines viticoles les plus renommés présentaient leurs produits aux critiques et aux acheteurs internationaux. Henri leur propose de proposer le vin le plus traditionnel de la propriété, mais Élodie décide de prendre le risque. « Je souhaite présenter notre nouvelle ligne expérimentale », a-t-elle annoncé. Henri haussa les sourcils, surpris. « Tu sais que c'est risqué. » »« Je sais, mais je sais aussi que c'est notre chance de montrer au monde que nous sommes prêts à innover. » Le jour du salon, la décision d'Élodie s'est avérée bonne. Les critiques ont été impressionnés par l'audace de leur nouvelle ligne, qui combinait des méthodes traditionnelles avec des saveurs modernes. Château Beauregard a remporté un prix spécial de l'innovation et Élodie a finalement estimé qu'ils contrôlaient leur destination. Malgré le succès croissant, le mystère autour d'Henri a continué à l'intriguer. C'était un allié inestimable, mais il y avait des moments où elle sentait qu'il tenait, comme s'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Une nuit, tout en examinant des documents dans le bureau du château, Élodie a finalement décidé de le confronter. « Henri, je pense qu'il est temps pour toi de me dire la vérité. Qui tu es vraiment ?» Il a clôturé le dossier qu'il lisait et soupira profondément. « Tu as raison, Élodie. Il y a quelque chose que vous méritez de savoir. » Elle attendait, son cœur frappant rapidement. « Je ne suis pas seulement un mendiant qui est tombé dans votre vie par hasard. Mon nom complet est Henri Beaumont et je possédais l'un des plus grands vignobles de Bordeaux. Mais j'ai été trahi par quelqu'un que je considérais comme un ami et que j'ai tout perdu. C'est pourquoi je me suis retrouvé ici. » Élodie était silencieuse, essayant de poursuivre la révélation. « Et pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça auparavant ? Parce que je voulais que vous me jugez pour ce que je fais maintenant, pas ce que j'étais. » Ces paroles l'ont profondément touchée. Pour la première fois, elle a réalisé que Henri était plus qu'un allié. Il était un exemple de résilience et de courage, quelqu'un qui avait fait face à un échec et a trouvé une nouvelle raison de se battre. Les vents de l'automne ont soufflé par les vignobles de Château Beauregard, apportant un air de changement. La propriété, qui était il y a des mois au bord de la ruine, a maintenant prospéré sous la direction d'Élodie. Cependant, les défis étaient loin d'être terminés. Malgré la reconnaissance qui commençait à émerger dans la région, il y avait encore de la force dans l'ombre pour détruire tout ce qu'elle et Henri avaient construit. L'une de ces forces était Madeleine. Bien qu'elle faisait face à des accusations légales à Paris, son influence sur la haute société n'avait pas complètement disparu. Utilisant de vieux contacts, elle a commencé à répandre des rumeurs sur la légitimité de la nouvelle administration d'Élodie, ce qui implique que Henri, avec son passé brumeux, avait l'intention de prendre le contrôle de la propriété pour lui-même. La nouvelle est venue à Élodie par une lettre anonyme envoyée au château. « Soyez prudent en qui vous avez confiance. Tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. » L'avertissement l'a profondément dérangé. Autant qu'il avait confiance en Henri, les insinuations ont commencé à semer des doutes dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle traversait les vignobles, elle confrontait directement Henri. « Saviez-vous que Madeleine propage des rumeurs à votre sujet ?» Henri soupira, croisant les bras. « Bien sûr, je savais, mais croyez-vous vraiment cela, Élodie ?» Elle hésita, le regardant. Il y en avait une partie qui voulait croire complètement, mais une autre qui ne pouvait pas ignorer l'avertissement.
Je ne sais pas quoi penser. Je sais juste que je ne veux plus perdre ça. Henri s'avança, ramassant doucement ses mains. Je ne suis pas là pour te prendre quoi que ce soit, Élodie. Je suis ici pour l'aider à protéger ce qui est le vôtre. Mais si cela signifie que je devrais partir, j'irai. Ces mots l'ont frappée comme un coup. Elle a réalisé que malgré tous les doutes, elle ne voulait pas que Henri quitte. Non, dit-elle, sa voix ferme. Vous restez. Alors qu'Élodie a combattu ses incertitudes, une nouvelle opportunité s'est présentée. L'un des plus grands distributeurs de vin de France a annoncé un concours national pour sélectionner les meilleurs vignobles pour l'exportation internationale. Ce serait la possibilité de consolider Château Beauregard dans la scène mondiale, mais la concurrence serait féroce et les paris élevés. Henri a considéré le concours comme une opportunité parfaite, mais aussi comme un risque. Si nous gagnons, nous serons à un niveau complètement nouveau, a-t-il expliqué. Mais si nous échouons, Madeleine et nos concurrents l'utiliseront contre nous. Élodie savait que le risque était génial, mais je sentais aussi que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour prouver sa valeur. Partifions. Les jours qui ont suivi étaient un travail intense. Henri a utilisé ses contacts à Bordeaux pour assurer les meilleurs fournisseurs et barils, tandis qu'Élodie a supervisé chaque détail de la production. Le vin qu'il présenterait dans le concours serait une nouvelle récolte, représentant la vue renouvelée de Château Beauregard. Mais à l'approche de la date limite, les défis ont commencé à s'accumuler. Une peste a frappé une partie des vignobles, compromettant certains des meilleurs raisins. Une charge de barils a été retardée en raison de problèmes de douane. Et pour aggraver les choses, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Madeleine tentait de soudoyer l'un des juges du concours pour saboter les chances d'Élodie. Une nuit, Henri a trouvé Élodie seule dans le bureau, entourée de tas de papiers et des yeux pleins de fatigue. « Vous n'avez pas à porter tout seul », a-t-il dit en approchant. Elle le regarda, épuisée, mais déterminée. « Cet endroit est tout ce que j'ai. Je ne peux pas échouer. » Henri s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses mains. « Tu n'échoueras pas, Élodie. Nous sommes arrivés ici et finissons-nous ensemble. » Le jour du concours, la tension était palpable. Les vignobles les plus renommés du pays étaient présents, chacun apportant ses meilleurs vins et leurs histoires les plus convaincantes. Élodie et Henri se sont démarqués non seulement pour la qualité de leurs produits, mais aussi pour leur récit. L'histoire d'une héritière qui avait fait face à toutes les adversités pour sauver l'héritage de sa famille. En ce qui concerne leur tour de présenter le vin, Élodie s'est levée et a parlé avec confiance qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Ce vin représente plus que la tradition de Château Beauregard. Il représente la résilience, l'innovation et la croyance que même les racines les plus profondes peuvent à nouveau prospérer. La chambre était silencieuse, alors que les juges ont connu le vin. Il y avait des murmures d'approbation, mais personne ne pouvait prédire le résultat final. Cette nuit-là, en attendant la décision, Henri est parti dans un coin calme de la salle. Élodie l'a trouvé là-bas, regardant une grande image avec une carte des vignobles de la France. « Tout va bien ?» elle a demandé. Il sourit, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression. « Peu importe ce qui se passe, vous avez déjà gagné, Élodie. Cet endroit est à vous, maintenant, vraiment. »« Et la nôtre ?» corrigea-t-elle, touchant son bras. Henri la regarda pendant un long moment, et il y avait une intensité dans son regard qui l'a laissé sans voix. Lorsque les résultats ont été annoncés, Élodie et Henri étaient côte à côte et main dans la main. Château Beauregard a été déclaré l'un des gagnants, garantissant un contrat d'exportation qui changerait à jamais l'avenir de la cave. La pièce a explosé dans des applaudissements, mais tandis qu'Élodie sourit et remerciait, elle a réalisé que Henri semblait distant. Quelque chose n'était pas encore à venir, et elle a estimé que cette fois, la vérité complète serait finalement révélée. Le matin après la victoire du concours, Château Beauregard faisait la fête. Les travailleurs et les résidents du village ont célébré le triomphe d'Élodie, tandis que les ordres de vin gagnants ont commencé à arriver de différentes parties de la France. Ce fut un moment de fierté pour tous ceux qui avaient cru à la résilience de la cave.
Mais alors que le château vibrait avec l'euphorie de la conquête, Henri était agité. Il savait qu'il y avait quelque chose en attente, une vérité qui ne pouvait plus être reportée. Cette nuit-là, Henri a trouvé Élodie dans la cave, où elle a vérifié les barils de la nouvelle récolte. L'atmosphère était fraîche et silencieuse, avec l'arôme des raisins vieillissant dans le chêne en remplissant l'air. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-il, sa voix plus sérieuse que la normale. Élodie leva les yeux, surpris par son ton. « Bien sûr. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Henri a fait quelques pas vers lui, mais semblait désolé, comme s'il portait un fardeau invisible. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'aurais dû dire auparavant. » Le cœur d'Élodie a commencé à battre plus vite. « Qu'est-ce que c'est, Henri ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. « Madeleine n'a pas choisi mon nom au hasard. Elle savait qui j'étais avant de m'apporter ici. » La confession s'est arrêtée dans les airs comme un tonnerre silencieux. Élodie était encore, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Que veux-tu dire par là ? Je n'étais pas seulement un étranger sur la place quand elle m'a trouvé. Madeleine savait que j'étais Henri Beaumont, et je savais qu'il y a des années, mon grand-père avait vendu une partie des vignobles de Beauregard à sa famille. » Élodie sentit le sol trembler sous ses pieds. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Henri continua, sa voix chargée de sincérité. « Cela signifie que j'ai une connexion avec cet endroit, pas seulement pour le vin, mais par la terre. Ma famille faisait partie de cet héritage avant que Madeleine utilise mon passé contre moi pour m'apporter ici. » Elle a reculé un pas, son esprit essayant de rassembler les morceaux. « Alors, tu savais tout le temps ?» Henri secoua la tête. « Je savais qu'il y avait quelque chose de plus quand elle est apparue sur la place et m'a fait cette proposition absurde. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé que cet endroit était plus qu'une opportunité de vengeance ou de rédemption. C'était ma chance de faire quelque chose de bien, quelque chose que ma famille ne pouvait pas finir. Le silence entre eux n'a été interrompu que par le dégoulinage de l'eau dans un coin de la cave. Enfin, Élodie a dit, sa voix tremblant avec un mélange de colère et de confusion. « Tu m'as utilisé ?»« Non », Henri a protesté, désespéré. « Au début, j'ai accepté parce que je voulais me venger, je voulais récupérer ce que ma famille avait perdu. Mais cela a changé, Élodie, vous l'avez changé. Comment puis-je vous croire ?» demanda-t-elle, des larmes commençant à apparaître dans ses yeux. Henri s'est approché, mais n'a pas essayé de la toucher. « Parce que tout ce que j'ai fait, c'était de vous aider à sauver cet endroit. J'aurais pu réclamer ma part, mais j'ai choisi d'être à vos côtés. J'ai choisi de me battre pour toi. » Dans les jours suivants, Élodie s'est éloignée d'Henri, essayant de poursuivre la révélation. Bien qu'il ait été honnête au sujet de son passé, elle avait l'impression que son monde s'était retourné. Henri, à son tour, est resté dans le château, mais a gardé à distance, respectant l'espace d'Élodie. Il savait que la décision de lui pardonner ou non seulement à elle. Ce n'était qu'une semaine après que Élodie l'a appelé à une conversation. Ils se sont rencontrés dans le salon, où la lumière du soleil a traversé les fenêtres, jetant des réflexes dorés sur les murs. « Henri, tu m'as sauvé de Madeleine, aidé à reconstruire Château Beauregard et m'a donné le courage de lutter pour ce qui est à moi. Mais j'ai besoin de savoir, que voulez-vous vraiment ?» Henri la regarda, les yeux pleins d'émotion. « Je veux ce que tu veux, Élodie. Si cela signifie partir et laisser cet endroit entre vos mains, j'irai. Mais si vous le permettez, je veux être à vos côtés. » Elle l'a observé pendant un long moment, cherchant la vérité dans ses mots. Enfin, elle a dit « Vous pouvez rester, mais pas comme un étranger ou comme quelqu'un du passé. Si nous voulons construire quelque chose ici, ce sera ensemble, avec confiance. » Henri hocha la tête, un sourire de soulagement illuminant son visage. Toujours ensemble. Le printemps suivant, Château Beauregard a atteint un nouveau niveau réussi. Les vins de la propriété étaient désormais connus non seulement pour la qualité, mais aussi pour l'histoire de la résilience et de l'unité qui les accompagnait. Et alors qu'ils traversaient les vignobles de Flore, Élodie et Henri se sont rendus compte que l'avenir était aussi vaste que les collines autour d'eux. Le printemps a apporté une nouvelle vie à Château Beauregard. Sous le ciel bleu de la vallée de la Loire, les vignes ont prospéré,
promettant une autre culture riche, pleine de possibilités. C'était une métaphore parfaite pour la transformation qu'Élodie et Henri avaient vécue ensemble. Le château était maintenant un endroit dynamique, plein d'énergie. Les travailleurs auparavant non motivés étaient engagés et fiers de faire partie de la renaissance de la cave. Élodie a dirigé la confiance et la détermination. Son nom respectait désormais non seulement dans la région, mais dans toute la France. Henri est devenu une figure fondamentale du succès de la cave, mais sa position était différente maintenant. Il n'était pas seulement un conseiller ou quelqu'un qui vivait sur la touche. Il était un partenaire d'Élodie, à la fois dans les affaires et dans la vie. Bien que leur début ait été marqué par des manipulations et des secrets, la confiance qu'ils ont reconstruite ensemble était devenue le fondement de tout ce qu'ils construisaient. Lors d'un dîner dans un salon de château, maintenant restauré dans sa splendeur d'origine, Élodie a levé un verre de vin et a fait un toast. À ceux qui croient l'impossible, à ceux qui font face au passé et trouvent la force de recommencer. Les invités tournent, mais Henri, assis à côté d'elle, tenait sa main sous la table, son sourire significatif. Des mois plus tard, une lettre est arrivée à Château-Beauregard. C'était de la cour de Paris, informant que Madeleine avait été officiellement reconnue coupable de fraude et purgeait sa peine dans une prison à l'extérieur de la ville. Elle avait tenté de faire appel, mais toutes ses tentatives ont échoué. En lisant la lettre, Élodie a ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré tout, Madeleine avait fait partie de sa vie, et la fin tragique de la belle-mère a rappelé comment le pouvoir et la cupidité pouvaient détruire une personne. En même temps, une autre correspondance a atteint le château. Cette fois, c'était d'un importateur américain qui voulait distribuer des vins de Château-Beauregard aux États-Unis. La nouvelle a apporté encore plus d'enthousiasme et Élodie et Henri ont commencé à faire des plans pour étendre la cave à de nouveaux marchés. Cette nuit-là, alors qu'ils traversaient les vignobles sous un ciel étoilé, Henri s'arrêta et tenait la main d'Élodie. « Je n'ai jamais pensé que la vie me ramènerait ici, et encore moins trouver quelqu'un comme toi. » Elle sourit, se penchant sur lui. « Je pense que Château-Beauregard a toujours attendu nous deux. » Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux et que l'arôme de raisin mature remplissait l'air, ils savaient que leur avenir serait construit non seulement sur la terre, mais aussi sur le courage, la confiance et l'amour qu'ils ont trouvés l'un dans l'autre. La semaine suivante, alors qu'Élodie a organisé des documents du vieux château, il a trouvé un coffre oublié dans l'une des tours. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres et des dossiers de sa famille, y compris un contrat daté il y a des décennies. En l'examinant, son cœur s'est arrêté un instant. Le contrat, signé par le grand-père d'Henri et le grand-grand-père d'Élodie, a mentionné une promesse de collaboration entre les familles Beaumont et Beauregard pour unir leurs caves et créer un vin qui serait la plus grande fierté de la Vallée-Loire. Henri entra dans la pièce et la trouva tenir le contrat avec des larmes aux yeux. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il inquiet. Elle a montré le document et il a été aussi surpris qu'elle. Cela signifie « Nos familles étaient destinées à travailler ensemble depuis le début. » Élodie sourit, le serrant dans ses bras. « Peut-être que cet endroit a toujours su que tu devrais y retourner. » Et Château-Beauregard reborne, mais a également honoré un héritage que les familles United Beauregard et Beaumont afin que même le temps n'ait pas pu effacer. Et donc, l'histoire d'Élodie et Henri, la renaissance de Château-Beauregard et l'union entre l'héritage Beauregard et Beaumont prend fin. Une histoire de surmonter les mystères, le courage et l'amour qui nous rappellent que, même face aux adversités les plus difficiles, il est possible de prospérer et de trouver de nouveaux débuts. Maintenant, c'est à votre tour de réfléchir. Quel héritage aimeriez-vous construire ou protéger? Quelles batailles sont prêtes à affronter pour quelque chose qui compte vraiment? Partagez vos impressions sur cette histoire et comment elle vous a inspiré. Après tout, nous avons tous un peu Château-Beauregard dans nos cœurs, un endroit qui attend de renaître.